Chapitre 7. La personne qu'Odile voyait le plus était Misa. Elle se téléphonait tous les matins, quelquefois pendant plus d'une heure, et sortaient ensemble l'après-midi. Je favorisais cette amitié qui occupait Odile sans danger pendant que j'étais au bureau. J'avais même plaisir à voir Misa chez nous le dimanche et plusieurs fois quand il m'arriva de faire avec Odile de petits voyages de 2 ou 3 jours, ce fut moi qui proposai d'emmener son ami. Je veux essayer de vous expliquer les sentiments qui me guidaient, parce qu'ils vous aideront à comprendre ensuite le rôle étrange de Misa dans ma vie. D'abord, si je désirais encore, comme aux premières semaines de notre mariage, être seul avec Odile, c'était plutôt maintenant par crainte vague de ce qu'apportaient des êtres nouveaux que par plaisir positif. Je ne l'aimais pas moins, mais je savais que les échanges entre nous seraient toujours limités et que les conversations vraiment sérieuses, profondes, ne seraient plus accueillies par elle qu'avec une bonne volonté languissante. Il était vrai qu'en revanche, je prenais, moi, goût à ce bavardage un peu fou, un peu triste, frivole et toujours gracieux, à ces palabres qui étaient la vraie conversation d'Odile quand elle était naturelle. Mais Odile n'était jamais mieux elle-même que devant Misa. Quand elles parlaient ensemble, elles laissaient voir toutes deux un aspect puéril de leur esprit qui m'amusait beaucoup et me touchait aussi, en me montrant ce qu'avait pu être Odile, petite fille. Je fus ravi le soir où, dans un hôtel de Dieppe, elles se disputèrent comme des enfants et où Odile finit par jeter un œillet à la tête de Misa en lui criant « Méchante fille !» Il y avait aussi en moi un sentiment plus trouble et qui doit naître toutes les fois qu'une jeune femme est mêlée par les circonstances et non par l'amour à la vie quotidienne d'un homme. Par nos voyages, par la familiarité même d'Odile qui autorisait la mienne, je me trouvais presque aussi intime avec Misa qu'avec une maîtresse. Un jour, comme nous discutions sur la force physique des femmes, elle me provoqua. Nous luttâmes un instant, je la renversai, puis me relevai, un peu honteux. « Quels enfants vous êtes !» dit Odile. Misa resta longtemps étendue à terre, me regardant fixement. Elle était d'ailleurs le seul être humain que nous recevions, Odile et moi, avec un égal plaisir. Alph et Bertrand ne venaient plus guère, et je ne les regrettais pas beaucoup. J'avais très vite éprouvé à leur égard les mêmes sentiments qu'Odile, et l'écoutant parler avec eux, je me dédoublais étrangement. La voyant par leurs yeux, je jugeais qu'elle traitait avec une inconvenante légèreté des sujets sérieux. Mais en même temps, j'en arrivais à préférer ces folies aux théories de mes amis. Ainsi, j'étais honteux de ma femme devant eux et fier d'elle devant moi-même. Quand ils partaient, je me disais que malgré tout, Odile leur était supérieure par un contact plus discret avec la vie, avec la nature. Odile n'aimait pas ma famille et je n'aimais pas beaucoup la sienne. Ma mère avait voulu lui donner des conseils sur le choix de ses meubles, sur son train de vie, sur les devoirs d'une jeune femme. Les conseils étaient ceux qu'Odile supportait le moins au monde. Elle prenait, pour parler des Marcenats, un ton qui me choquait beaucoup. Je m'ennuyais à Alcan-du-Mas, je jugeais qu'on y sacrifiait tous les plaisirs de la vie, un conformisme familial dont rien ne prouvait l'origine sacrée, mais en même temps, j'étais assez fier de l'austérité de nos traditions. La vie de Paris, où les Marcenats n'étaient rien autre, aurait dû me guérir de la manie de leur accorder tant d'importance, mais comme certaines petites communautés religieuses transportées dans des continents barbares, voient sans que ce spectacle trouble leur foi des millions d'hommes adorer d'autres dieux, ainsi nous autres, Marcenats, transportés au milieu d'un monde païen, gardions la mémoire du Limousin et le souvenir de notre grandeur. Mon père lui-même, qui admirait Odile, ne pouvait s'empêcher d'être irrité par elle. Il ne le montrait pas, il était pour cela trop bon et trop réservé. Moi qui connaissais sa pudeur et qui en avais hérité, je savais combien le ton d'Odile devait le faire souffrir. Ma femme, quand elle avait un sujet de doute ou de colère, l'exposait avec force et ensuite l'oubliait. Ce n'était pas ainsi qu'on nous avait appris, à nous autres Marcenats, que les êtres humains communiquaient entre eux. Quand Odile me disait « Votre mère est venue ici en mon absence et elle s'est permis de faire des observations au valet de chambre »,
Je vais lui téléphoner que je n'aime pas ça. Je la suppliai d'attendre. Écoutez, Odile, sur le fond, vous avez raison. Mais n'essayez pas de lui dire ça vous-même. Vous ne réussirez qu'à la fâcher. Laissez-moi faire, ou bien, si vous préférez, et même cela vaudrait mieux, demandez donc à tante Cora de dire à ma mère que vous lui avez dit que Odile éclatait de rire. Vous ne vous rendez pas compte, me disait-elle, du comique de toute votre famille. Seulement, en même temps, c'est terrible. Mais oui, Dicky, c'est terrible. Parce que je vous aime tout de même. Moi, quand je vois les caricatures de vous que sont, au fond, tous ces gens-là, je sais bien que vous n'êtes pas comme ça par nature, mais vous êtes marqué par eux. Le premier été que nous passâmes ensemble à Contumace fut assez pénible. On déjeunait chez nous, à midi exactement, et l'idée qu'il fût possible de faire attendre mon père ne m'était jamais venue. Mais Odile emportait un livre dans la prairie ou allait se promener au bord du torrent et oubliait l'heure. Je voyais mon père marcher de long en large dans la bibliothèque, je courais à travers le parc pour chercher ma femme. Je revenais essoufflé sans l'avoir rencontrée, je la voyais arriver, calme, souriante, toute heureuse de s'être chauffée au soleil, et quand, au début du repas, nous restions silencieux pour lui marquer une désapprobation qui ne pouvait être, puisqu'elle venait d'un groupe Marcenat, qu'indirecte et muette, elle nous regardait avec un sourire où je devinais de l'amusement et du défi. Chez les Malais, où nous dînions une fois par semaine, la situation était toute contraire. C'était moi qui me sentais observé et jugé. Là, les repas n'étaient pas des cérémonies solennelles. Les frères de Lille se levaient pour aller chercher du pain. Monsieur Mallet parlait d'une phrase qu'il avait lue, n'arrivait pas à la citer exactement et sortait à son tour pour consulter un livre. La conversation était extrêmement libre. Je n'aimais pas à entendre monsieur Mallet parler devant sa fille de sujets scabreux. Je savais à quel point il était absurde d'attacher tant d'importance à des détails si petits, mais ce n'était pas un jugement, c'était une impression pénible. Chez les Malais, je n'étais pas heureux. Le climat n'était pas le mien. Je me déplaisais à moi-même, je me trouvais solennel, ennuyeux, et me reprochant mes silences, je m'y enfermais. Mais chez les Malais, comme à Contumace, mes malaises n'étaient qu'en surface parce qu'il me restait le bonheur, encore si puissant pour moi, de voir vivre Odile. Quand dans un dîner, j'étais placé en face d'elle, je ne pouvais m'empêcher de la regarder. Elle avait un éclat d'une blancheur lumineuse. Elle me faisait penser à un beau diamant brillant au clair de lune. En ce temps-là, elle s'habillait presque toujours en blanc. Et, chez elle, s'entourait de fleurs blanches. Cela lui allait bien. Quel prodigieux mélange! Elle était de candeur et de mystère. Je croyais vivre près d'une enfant, mais quelquefois, quand elle parlait avec un autre homme, je surprenais dans son regard je ne sais quel reflet de sentiments ignorés de moi et comme la rumeur lointaine d'un peuple sauvage de passion.